Yo! Yo! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les méthodes pour optimiser ses séances et continuer à progresser tout en maîtrisant ce qu'on fait. Donc, les notions qu'on va aborder aujourd'hui, ça va être la notion de max, de RPE, de surcharge progressive. Si les vendeurs de tabac tuent leurs clients, est-ce que les compagnies de capote tuent leurs futurs consommateurs? De phase du mouvement, de choix des exercices et un petit peu de motivation à la fin. C'est parti. Alors, en ce qui concerne le max, j'ai déjà abordé dans l'introduction, le max, ça va être la charge avec laquelle vous allez pouvoir faire qu'une seule répétition. C'est-à-dire qu'au développé couché, vous allez être capable de monter la barre une seule fois, et si vous essayez une deuxième fois, la barre reste sur votre torse, c'est fini. Le max est quelque chose d'assez intéressant pour les différentes disciplines, car ça va être un repère qui va vous permettre donc de vous situer sur la manière dont vous travaillez. Je vous l'ai déjà expliqué, mais en fonction des différentes disciplines, vous allez vous situer entre 60, 80 ou 40% de votre max. Et ça va vous permettre donc de travailler dans des conditions donc, qui sont propices à vos objectifs. Cependant, le problème que je trouve au max, c'est que le max ne s'accorde pas avec votre vie. J'entends par là que si un jour vous êtes fatigué, je ne sais pas, la veille vous vous êtes mis une cuite, ou un jour vous êtes super en forme, et ben le max, lui, ne va pas bouger parce que vous n'allez pas faire votre max tous les mois. Ça va être un problème parce que les jours où vous n'êtes pas en forme, bah, peut-être que quand je vais vous dire ah oui, bah, tu vas travailler à 60% de ton max, tu vas m'en faire 8 à telle charge, bah, vous n'allez pas être capable et vous allez juste vous rétamer et votre séance elle va être naze, vous allez vous sentir nul et en plus elle ne va pas être efficace parce que vous allez essayer à cette charge-là et ça ne passera pas. C'est pour ça que je préfère la notion de RPE. Alors qu'est-ce que c'est que RPE? Le RPE, c'est une échelle de la difficulté entre environ 5 et 10 qui définit le nombre de répétitions qu'il vous reste avant l'échec musculaire. En gros, si je vous prends l'exemple du RPE 10, ça va être l'équivalent de votre max, 100%. C'est-à-dire que vous allez être capable de faire une seule répétition à cette charge-là et rien de plus. Si je prends par contre le RPE 9, vous allez être capable d'en faire une de plus, mais en donnant tout. Et c'est tout. Si je prends le RPE 8, à la fin de votre série, vous allez être capable de faire 2 répétitions de plus en donnant tout. RPE 7, vous allez être capable d'en faire 3, etc., etc. Pourquoi est-ce que j'aime bien cette échelle? C'est-à-dire que les jours où vous êtes moins en forme, vous allez viser, par exemple, vous avez une optique, vous allez travailler à peu près à 60% de votre max. Mais le jour où vous n'êtes pas en forme, vous essayez, imaginons que vous soulevez 100 kg au max, vous vous fixez à 60 kg, mais vous vous sentez sur la phase d'échauffement, quand vous commencez à monter, vous sentez qu'aujourd'hui c'est pas le jour. 60 kg, ça paraît beaucoup trop dur. Et là où vous êtes à 60%, vous êtes censé travailler entre un RPE 6 et 7, là ça vous paraît être un RPE 8. Et ben, en fixant cette échelle-là, vous allez vous dire bah, c'est trop lourd, c'est pas grave, je vais me descendre à une charge, je sais pas, 55-50 kg, où je retourne au RPE 6-7. Et donc là, vous allez pouvoir travailler plus efficacement parce que du coup, vous aurez travaillé à une charge qui correspond à votre degré de difficulté. C'est pas grave, les séances ne sont pas toujours pareilles. Parfois c'est plus dur, parfois c'est plus facile. Quand c'est plus facile, là par contre, vous mettez à 60 kg. 60 kg, ça passe tellement facilement que vous dites, mais non, mais je ne suis pas à RPE 6-7, là je suis à RPE 5. Bon bah, c'est pas grave, vous augmentez la charge, 65 kg, jusqu'à atteindre le RPE 6-7. Voilà. Petite précision, j'ai abordé sans vous le dire, mais quand on parle d'hypertrophie, on se fixe souvent un RPE entre 6 et 7, voire 8. Pour la force, on est à 8 et 9. Et pour l'endurance, on est RPE, on ne parle même pas d'RPE là, parce qu'on a des charges la fatigue musculaire sur la durée, donc là c'est différent. Maintenant qu'on a abordé le RPE, vous allez me dire, oui mais moi on m'a dit la meilleure manière de travailler c'est l'échec musculaire. Alors c'est bien, moi je suis adepte de la pratique de l'échec musculaire, c'est-à-dire de soulever jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, donc souvent c'est jusqu'à un RPE 10. Mais il faut savoir parfois mettre son ego de côté. La manière la plus efficace pour l'hypertrophie, c'est de travailler un RPE 6, 7, voire 8, et pas tout le temps d'aller à l'échec musculaire. Alors je dis pas qu'il faut jamais y aller, hein, c'est sympa, c'est cool et ça travaille bien, mais sur le haut global, essayez quand même de rester donc dans cette échelle de RPE
sans avoir l'échec musculaire. Ou alors, l'échec musculaire, ça arrive à la dernière série. Parce que là, c'est sympa, c'est la dernière, vous allez vous arrêter. Donc, dans tous les cas, donnez tout ce que vous avez et puis basta. Maintenant, je vais parler de surcharge progressive, parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup à la salle, enfin, surtout que je ne vois pas beaucoup. Ce que je vois beaucoup, c'est les gens qui restent dans leur zone de confort. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à monter à une certaine charge à laquelle ils maîtrisent le mouvement et ils sont confiants sur ce mouvement et sur cette charge. Et du coup, ils tardent à augmenter la charge. Le problème, c'est que si vous faites de la musculation, c'est pour vous développer. Que ce soit développer votre système cardiovasculaire, cardio-respiratoire, votre système nerveux ou votre système musculaire. Si vous n'augmentez pas la charge, vous n'augmentez pas le stress que vous réalisez vos muscles, du coup, votre muscle, au lieu de se dire « Oula, si je veux soulever la même chose demain, il va falloir que je construise autre chose », là, votre muscle il va plus se dire « Bon, on est bien, c'est bon, on fait toujours le même effort, pas besoin de faire plus, ou alors on fait un petit peu plus, mais alors on va augmenter vraiment très très peu. » Si vous voulez vraiment progresser de manière efficace, il faut toujours que vous alliez sortir de votre zone de confort et que vous allez chercher un peu plus lourd, un peu plus longtemps ou un peu plus efficace. Et donc pour ça, c'est que quand le RPE, par exemple 6-7 à 60 kg devient RPE 5, et vous augmentez la charge. Le RPE vous permet aussi de faire cette surcharge progressive qui vous permet de progresser plus efficacement. Bien, maintenant, vous devez vous demander quels exercices choisir, par où commencer. Je vois beaucoup de gens qui débutent la salle et qui commencent directement par des exercices à la machine ou des exercices d'isolation. C'est quoi un exercice d'isolation? C'est un exercice qui va cibler un seul et unique muscle. Donc en général, si je prends par exemple l'exemple des jambes avec le quadriceps, donc le quadriceps c'est le muscle qui est ici, eh bien, un exercice d'isolation, ça va être comme un leg extension, donc une machine où en fait on va juste travailler l'extension du genou avec le quadriceps qui se contracte et on va faire ce mouvement-là, uniquement ce mouvement-là. Eh bien, le quadriceps il va travailler énormément, il va beaucoup se fatiguer, mais ce n'est pas optimal si vous voulez faire une séance où vous voulez travailler vos jambes. Pourquoi? Parce qu'en faisant de l'isolation, vous allez travailler ce muscle uniquement, mais votre muscle il n'est pas encore chaud. Et puis il va être cramé après ça. Si vous commencez par des exercices qu'on appelle polyarticulaires, c'est-à-dire qui recrutent plusieurs articulations, comme la cheville, le genou, la hanche, ou je ne sais pas, les poignets, le coude et l'épaule. Eh bien, vous allez faire travailler plusieurs muscles en même temps. Si je prends l'exemple du squat, vous allez travailler votre genou, vos fessiers et votre dos sur le mouvement. Et donc vous allez faire travailler vos muscles en harmonie, vous allez homogénéiser le mouvement et vous allez donc développer de la force plus générale. Ce sera plus efficace dans la vie de tous les jours. Et aussi, vous allez commencer à échauffer votre muscle. C'est-à-dire que vous allez commencer à faire travailler votre quadriceps, mais il sera aidé par vos fessiers et votre dos. Donc, vous allez pouvoir commencer votre séance en le faisant travailler, le chauffer, et ensuite finir par de l'isolation pour du coup l'isoler et là le faire vraiment travailler. Si vous commencez par de l'isolation, votre muscle sera froid, donc vous aurez déjà plus de chances de blessure. Ensuite, après avoir fait vos séries sur l'isolation, votre muscle il est cramé, c'est-à-dire que les séries d'après, si vous voulez travailler encore une fois votre quadriceps, il sera cramé, il ne pourra plus rien faire. C'est dommage parce que votre séance ça sera super courte et pas très efficace. Alors que si vous commencez par un squat avec du polyarticulaire, vous allez l'échauffer et le faire travailler et vous pourrez finir ensuite par de l'isolation. Bien, ça marche avec le squat, comme je dis sur le quadriceps, mais ça marche aussi avec d'autres exercices et d'autres muscles comme je sais pas, le développé couché avec les pectoraux, les triceps et l'épaule. Enfin, donc avant-dernier point, je vais vous parler des 3 différentes phases du mouvement, parce que c'est très important pour les différentes disciplines et pour la croissance musculaire. En musculation, on va, et dans la vie de tous les jours, en fait, on va retrouver 3 phases du mouvement. La phase excentrique qui correspond à la retenue du mouvement, la phase isométrique qui correspond au maintien du mouvement et la phase concentrique qui correspond à la phase de poussée, où tu effectues le mouvement. Bon, c'est peut-être un peu flou, mais avec les illustrations que vous avez là, vous devez comprendre. Traction, si vous descendez, c'est la phase excentrique. Si vous maintenez en haut, c'est la phase isométrique. Et si vous montez, c'est la phase concentrique. Et sur une barre, c'est la même chose. Si la barre descend et que vous la retenez, c'est la phase excentrique. Si vous la maintenez au-dessus de votre torse, c'est la phase isométrique. Et si vous la poussez, c'est la phase concentrique. Bon, à quoi ça vous sert de connaître ces 3 phases? En fait, la production de force, elle n'est pas égale sur les 3 différentes phases.
Ça va pas peut-être vous paraître contradictoire, mais la phase qui vous fait le plus travailler, c'est pas la phase concentrique. Donc sur une pompe, c'est pas la phase où vous poussez, c'est la phase où vous retenez la descente. Et ça, c'est valable quasiment sur tous les exercices. Donc sur une traction, si vous voulez réussir à faire des tractions, il ne faut pas que vous preniez un élastique et vous cherchiez à tout prix à monter. Non, retenez la descente. Travaillez ce qu'on appelle tout le temps sur la phase excentrique. Retenez toujours la descente. Sur une traction, retenez la descente. Sur une pompe, retenez la descente. Sur une barre, retenez la descente. C'est en général la manière la plus efficace pour vous de travailler. Ça va vous permettre de maîtriser le mouvement et en plus de développer plus de force. Ensuite, on va retrouver la phase concentrique qui produit quand même pas mal de force, mais beaucoup moins que la phase excentrique. Si vous travaillez uniquement la phase concentrique, vous allez développer votre explosivité, donc ce que vous recherchez à faire souvent en haltérophilie. Ça va vous permettre donc d'être très tonique, de faire la pompe explosive. Hop, vous montez et vous redescendez d'un coup. Voilà. Et la phase isométrique, donc ça va être la phase de maintien. On la retrouve souvent sur du gainage, mais elle n'apporte pas beaucoup en croissance musculaire. Bien, mon petit changement de décor. Et si maintenant on parle de motivation, euh, je veux que vous sachiez que c'est important pour vous de prendre du plaisir à faire ce sport. Parce que sans plaisir, évidemment, on ne va pas avancer. Maintenant, si vous avez décidé d'aller à la salle, c'est sans doute que vous avez un objectif. Cet objectif, il est mu donc, par votre motivation. Vous avez la volonté de l'atteindre, que ce soit de se remettre en forme, d'obtenir certains gains esthétiques, ou d'être simplement plus fort, ou d'avoir la force nécessaire pour vous défendre, je ne sais pas, des choses comme ça. Vous avez cet objectif et vous avez une envie, et c'est l'envie que je vais appeler motivation. Maintenant, il va falloir, comme la musculation est un sport qui donne des résultats que dans le très long terme, c'est-à-dire 2 mois, 3 mois, etc. plus, il va falloir être assidu en musculation. J'entends par là qu'il va falloir s'entraîner entre minimum 2 fois par semaine et globalement presque toutes les semaines pour obtenir des bons résultats. Et ça, c'est pas la motivation qui va vous donner les clés, ça va être ce qu'on appelle la discipline. La discipline, elle va vous permettre de réaliser vos objectifs qui sont mus par la motivation. En fait, la motivation, c'est une étincelle et la discipline, c'est le moteur. Voilà. Maintenant, je ne vous dis pas de vous forcer à faire les choses, il faut que vous soyez toujours, que vous travailliez toujours avec du plaisir, que vous preniez plaisir à faire ce que vous voulez. Mais bien sûr, il y a des moments, si vous avez la flemme, dites-vous, c'est quoi mes objectifs, pourquoi est-ce que j'ai décidé de m'entraîner, et pourquoi est-ce que je devrais m'arrêter maintenant alors que j'ai envie de telle chose. Merci.